Bonjour à tous. Les participants arrivent pour ce nouveau webinaire FISAF. Merci à tous pour votre inscription. Donc aujourd'hui, le webinaire FISAF qui vous est proposé aujourd'hui est en partenariat avec Madame Valente et s'intitule du coup Toucher les émotions pour mieux grandir, comment saisir et développer les compétences émotionnelles chez les enfants déficients visuels. Alors, nous accueillons pour ce temps d'échange Madame Valente et avec grand plaisir. Bonjour, bonjour Madame et bienvenue à vous. Et nous avons également ma collègue Marion qui sera là pour le temps des questions-réponses à la fin de ce webinaire. Quant à moi, je vous laisserai du coup traiter de l'ensemble et j'espère que ça se fera avec facilité et bonne humeur. Je présente peut-être Madame Valente et ensuite je vous laisserai la parole. Donc, Madame Valente est collaboratrice scientifique au laboratoire du développement sensorimoteur, affectif et social, donc le laboratoire SMAS, à l'Université de Genève et également maîtresse de conférence à l'unité de recherche développement individu, processus, handicap et éducation, donc DIF, je crois qu'on dit DIF, c'est bien ça? Oui, à l'Université Lumière Lyon 2. Après avoir soutenu une thèse de doctorat en sciences de l'art à l'Université Paris 1 Sorbonne, Danielle Valente s'est spécialisée en design tactile et en psychologie du handicap visuel. Elle est actuellement collaboratrice scientifique à l'Université de Genève et maîtresse de conférences en psychologie à l'Université de Lyon 2. Ses recherches actuelles portent sur le design participatif d'outils multisensoriels et le développement des émotions chez les enfants en situation de handicap visuel. Elle a publié beaucoup d'articles sur le sujet, sur ce thème, et piloté des projets de design participatif en partenariat avec des maisons d'édition, tels que le projet Petits Explorateurs Tactiles au Muséum ou encore le projet Émotissense. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et écoutez, sans plus de transition, donc aujourd'hui, le webinaire traite des premiers résultats du projet de recherche interventionnel et participatif Émotissense, justement. Et il a pour objectif, ce projet, d'évaluer les compétences émotionnelles des enfants déficients visuels et de créer et valider un programme d'atelier pilote sur les émotions qui comprend des outils multisensoriels innovants. Et donc, ce programme a été conçu avec les acteurs du handicap visuel. Et je vous laisse du coup la parole, Madame Valente. Et donc, simplement quelques éléments d'organisation pour nous tous participants au webinaire. Vous avez la possibilité de mettre des commentaires dans deux onglets, l'onglet discussion et également l'onglet questions-réponses, pour lesquels nous pourrons produire des réponses à l'issue du webinaire. Le diaporama qui va vous être présenté vous sera remis dans les jours prochains par mail. Vous le recevrez directement quand la session sera terminée. Et écoutez, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour des éléments. Marion se chargera de relayer les questions et je vous souhaite à toutes et tous un très bon temps d'échange. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour cette invitation de l'équipe FISAF, surtout de Laurine Janico, que j'ai pu discuter sur l'organisation de ces webinaires. Donc, je suis très contente d'être là. Donc là, je vais donc vous parler voilà, la proposition, ce sera qu'on discute ensemble sur cette thématique des émotions en lien avec la déficience visuelle. Et ce que je vais vous présenter va nous permettre de réfléchir sur deux points. Un premier point, c'est comment saisir, et le deuxième point, comment développer les compétences émotionnelles chez les enfants déficients visuels. Donc, avant tout, je voulais définir ce que c'est les compétences émotionnelles. Donc, on retrouve dans la littérature les compétences émotionnelles définies par 4 dimensions. Une première dimension qui c'est celle de l'expression des émotions, c'est-à-dire que dans l'ensemble des compétences émotionnelles, il y a la capacité à exprimer ses émotions d'une façon adéquate. Un deuxième, il y a l'identification des émotions, c'est-à-dire la capacité à identifier ses émotions et les émotions d'autrui. Un troisième, nous avons la compréhension, donc très en lien avec l'identification, c'est-à-dire une fois qu'on a identifié l'émotion, c'est de comprendre quelles sont ses causes et ses effets.
Et après, on a une quatrième dimension, donc pour compléter cet ensemble qui dans les études, on appelle les compétences émotionnelles, qui est la régulation des émotions, c'est-à-dire la capacité à contrôler la nature de son émotion, son intensité, sa durée et sa composante expressive. Alors, il y a tout un ensemble de recherches qui montrent que ces compétences émotionnelles ont un effet positif, donc c'est-à-dire qu'on en a des bonnes compétences émotionnelles, il y a un effet positif sur notre santé physique, sur les relations sociales, les bien-être, la réussite scolaire et professionnelle. Alors, en fait, ceci étant, ce que je vais vous faire, c'est vous présenter ces deux points que je vous ai annoncés, c'est-à-dire comment saisir et développer les compétences émotionnelles chez les enfants déficients visuels. La première partie, ça sera sur ce qu'on a fait pour l'instant, les recherches qui ont été faites pour l'instant et ce qu'on est en train de faire au niveau du saisir, c'est-à-dire comment évaluer les compétences émotionnelles des enfants déficients visuels. Donc, cet premier objectif-là et les deuxièmes objectifs, ça serait plutôt les développements des compétences émotionnelles, comment les développer, comment les entraîner. C'est les deux objectifs principaux du projet Émotissence. Donc, c'est un projet de recherche qu'on a commencé l'année dernière, un projet financé par le Fonds national suisse, donc porté par l'Université de Genève, un partenariat principalement avec la maison d'édition Mes Mains Nord pour tout ce qui est la conception des outils qui vont faire partie du programme que nous sommes en train d'élaborer, et aussi mes collègues du laboratoire DIF de l'Université Lumière Lyon 2. Alors, sur ce premier objectif, donc je vais vous présenter premièrement, ça serait, c'est le sujet de la thèse de doctorat de Lola Chenas, qui fait partie de notre équipe de l'Université de Genève. Alors, l'objectif 2, c'est, donc une fois qu'on a saisi, qu'on sait un peu plus sur les compétences émotionnelles chez les enfants déficients visuels, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'études actuellement qui existent actuellement sur ces compétences émotionnelles. On va aussi poursuivre un objectif 2, qui c'est, comme je vous ai dit, comment développer ces compétences émotionnelles. Donc, c'est la partie plutôt vraiment de conception, de quelque chose qui va être nouveau. Donc là, c'est la partie de mon travail plutôt liée au design, où en fait, notre idée, ce serait de créer un programme implémenté avec les professionnels et les tester. Et ces programmes-là, il est, parce que c'est déjà depuis un an qu'on fait ça, il est co-créé, donc avec une méthodologie spécifique que je mets en place, qui c'est la méthodologie du design participatif. Il est co-créé avec les professionnels. Et en ce moment, il est en phase de test avec les enfants. Alors, donc pour aborder tout d'abord ces premiers objectifs, qui c'est l'évaluation des compétences émotionnelles. Donc, je vous parlerai tout d'abord de la première dimension que je vous ai présentée au tout début, la dimension expression des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on sait par rapport à ça? Donc, ça, c'est la premier programme de recherche que nous avons mené. Donc, ça a été présenté dans un article en 2018. On a fait une revue de questions, une revue d'études, tout simplement, de toutes les études qui ont été faites pour évaluer les expressions des émotions chez les personnes. Donc là, c'est des études qui concernent des adultes aussi, des adultes et des enfants, des personnes avec une déficience visuelle. Et principalement, donc, dans ces études, c'est des personnes qui sont aveugles dès naissance. Alors, pourquoi? En fait, parce qu'en fait, il y a une question scientifique de fond dans ces études qui ont été faites. Donc, il y a eu 21 études, donc ce n'est pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a eu 21 études entre 1932 et 2015. Donc, en fait, pourquoi il avait cet intérêt de travailler avec des personnes aveugles de naissance qui n'ont aucune expérience visuelle? Parce qu'il y avait une question scientifique de fond qui c'était de s'interroger sur le caractère des expressions faciales. S'il y a, en fait, c'est un peu dans la question sur est-ce que les émotions, les expressions faciales ont un caractère inné? Est-ce qu'il y a des choses qui sont donc dans notre évolution et qui ont une nature biologique? Ou est-ce que les expressions faciales sont acquises? Donc, en fait, en travaillant avec des personnes aveugles de naissance, et en comparant du coup les expressions faciales de ces personnes avec les personnes voyantes, on peut avancer
dans ces raisonnements-là. Donc, essayez de voir, par exemple, tout ce qu'on va retrouver des similarités dans les expressions faciales de ces deux groupes va plutôt pousser vers les caractères innés des émotions, donc des configurations faciales qui ne dépendent pas du coup des limitations et de l'expérience visuelle. Et tout ce qui aurait, donc toutes les différences qu'on pourrait trouver entre ces expressions faciales, pourrait aller plutôt dans le caractère, dans l'idée d'un caractère acquis des émotions. Donc, c'est-à-dire que ça mettrait en avant les rôles des limitations, les rôles de l'expérience visuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, du coup, 15 études qui ont montré que les personnes aveugles de naissance ont des expressions qui sont similaires à des voyants, mais seulement quand on les observe dans un contexte réel, dans une situation qu'on appelle une situation spontanée. C'est-à-dire, on ne leur demande pas de faire une émotion, on les observe vraiment dans une situation spontanée. Alors, il y a une étude qui a été très, très connue dans ce domaine. En fait, ils ont évalué les expressions, ils ont photographié et puis ensuite évalué les expressions faciales des athlètes juste après avoir, dans des Jeux paralympiques, juste après avoir perdu, gagné un match. Donc ça, c'est une étude qui a été très, très médiatisée. Et ce qu'on va retrouver, donc là, on va retrouver qu'il a des mêmes patterns d'expressivité dans ces cadres spontanés. Ensuite, on va avoir des études qui vont montrer que quand on demande, on fait la demande, donc c'est une demande plutôt, voilà, on va le dire, est-ce que tu peux faire la joie, est-ce que tu peux faire la colère? Dans ce cadre-là, il y aurait une difficulté chez les personnes aveugles de naissance. Et là, on pourrait dire qu'il y a quand même quelque chose qui soit lié à l'expérience visuelle. Donc là, pour vous donner un exemple, par exemple, il y a une étude qui a été faite sur l'expression de la douleur. Donc, on voit à gauche donc l'expression faciale d'une personne aveugle en haut et d'une personne voyante en bas. Donc là, l'expression de la douleur. Et ensuite, on leur demande à droite de faire une très grosse douleur, l'expression d'une très grosse douleur. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence dans l'expression faciale de la personne aveugle, alors que la personne voyante, il y aura vraiment une modulation de l'intensité. Donc, c'est sur ce genre de choses qu'on va trouver une différence entre les personnes aveugles et les personnes voyantes. Hop. Alors, on a pu aussi voir quelles étaient les spécificités dans le développement, donc le développement d'expression faciale. Donc là, ça sera plutôt des études qui ont été faites avec les enfants. Donc, il n'y a eu pas beaucoup d'études, mais dans les études qui ont été, et c'était surtout des études ont été faites avec peu d'enfants, donc des études de cas. Donc, on voit que l'apparition du sourire, elle est plus tardive chez les enfants aveugles. Il y aura aussi un panel expressif plus restreint. Donc, c'est-à-dire que dans tout le panel qu'on va retrouver dans l'expression faciale des voyants, il y aura des choses qu'on ne va pas retrouver chez les enfants aveugles, comme par exemple le regard timide, intéressé, curieux. Ce qui peut être pris par l'entourage, donc d'où l'importance de du coup coacher à l'entourage pour avoir d'autres signes, pour pouvoir détecter d'autres signes que les signes visuels, parce que ça peut être interprété comme un manque d'intérêt, par exemple. Alors, ensuite, on va avoir l'interférence des blindismes, qu'on appelle les blindismes, c'est-à-dire des mouvements qui sont des mouvements liés parfois à la recherche des sources perceptives ou tout simplement des mouvements stéréotypés, comme les yeux fermés, la rotation des yeux et de la tête, qui va être du coup interprété de façon erronée par les voyants comme des signes émotionnels, alors qu'ils ne sont pas des signes émotionnels. D'où l'importance ça a été mis en avant déjà par Selma Freiberg en 1977, l'importance d'explorer du coup d'autres signaux non visuels dans les attitudes compensatoires avec des enfants aveugles. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Du coup, là, on part sur l'autre dimension, la dimension identification des émotions. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, dans notre cas, on s'intéresse justement par l'identification qui va passer par d'autres sens. Donc, tout d'abord, je vous présente ici les études qui n'ont pas été beaucoup d'études non plus, qui ont été faites jusqu'à présent sur la perception tactile des émotions, des expressions faciales dans les visages. Donc, il y a eu des expériences avec des visages réels, des masques et des dessins tactiles. Alors, ce qu'on retrouve, c'est qu'en fait, il y a des bons résultats dans la discrimination tactile des visages. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir... Alors là, par contre, ce qui est important de souligner, c'est qu'ils sont
des études qui ont été faites avec des voyants aux yeux bandés. Donc, il y avait plutôt ces questionnements d'ordre perceptif, c'est-à-dire quelles sont les différences entre le toucher et la vision, et pas vraiment comment les personnes aveugles vont percevoir les émotions au quotidien. Et même, on sait que rarement, on va toucher le visage de quelqu'un pour pouvoir, pour exprimer, pour identifier une émotion. Mais il y a quand même cette question perceptive qui est importante, surtout si on va créer des outils de médiation qui vont dans ce sens-là, qui vont travailler autour de, par exemple, les visages tactiles. Donc, on voit que les visages réels, c'est très bien reconnu. Donc, on est à 80%. Les masques, un peu moins, parce qu'on va déjà perdre l'élément de vraiment la vraie texture du visage. Et ce qui est assez surprenant, c'est que dans les dessins tactiles, alors que voilà, on va faire intervenir quand même des codes des représentations qui sont des codes de représentation des voyants. Et on sait que la reconnaissance des dessins tactiles est difficile d'objets communs, comme par exemple, voilà, une bouteille, voilà. Donc, dans ces objets communs, on va retrouver très peu de reconnaissance. Donc, c'est-à-dire que ça ne s'élève pas à 20% pour des personnes aveugles de naissance. Alors que là, dans les visages, on a quand même eu une bonne reconnaissance. Alors, dans cette étude, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une étude de classement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord connu tous ces visages et ensuite, ils devaient classer. Ils devaient choisir quelle était la joie, quelle était la colère. Alors, voilà ce qu'on a dans les études sur la perception tactile des visages. Alors, le problème, c'est que ces études, la majorité a été conduite avec des voyants aux yeux bandés. Donc, ça ne nous avance pas beaucoup au niveau de comment on pourrait envisager, par exemple, des outils pour les enfants déficients visuels. Et justement, le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'études avec des enfants. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, ça serait une partie de la thèse de Lola Chenaz. Une première étude, c'est qu'on est en train d'utiliser les mêmes stimuli qui ont été utilisés dans l'étude des Picard, Geoffrey et les Basques, que je viens de vous présenter. On est en train de les présenter à des enfants malvoyants, aveugles et voyants. Et il y a une autre étude qui est pilotée plutôt par mes collègues de l'Université Lyon 2. Et là, on va travailler plutôt avec des masques tactiles et on va s'intéresser par les stratégies exploratoires et par les zones d'intérêt et les comparer entre la vision et les touchés. Voilà. Alors, du coup, le deuxième questionnement, on est toujours dans la question de l'identification des émotions, c'est est-ce qu'on peut passer par le son? Alors, les études qui ont été faites, donc encore une fois, il n'y a pas grand-chose, ont montré que les enfants aveugles de naissance auraient difficulté à reconnaître des voix d'émotion et aussi des prosodies émotionnelles. Alors, les prosodies émotionnelles, on est en train aussi de faire une étude là-dessus, c'est des choses, des sons sans identification. Donc là, je vais essayer, je ne sais pas, je vais aussi présenter le son, une prosodie émotionnelle. Alors, j'espère que vous arrivez à écouter. Donc là, par exemple, c'est la colère. Vous voyez, c'est un mot sans signification. Donc, ce qu'on montre, voilà, qu'ils ont des difficultés alors qu'ils ont des très bonnes reconnaissances dans l'identification d'autres types de sons. Donc là, on est un peu dans le contraire de ce qu'on a trouvé avec les dessins tactiles. Et il n'y a pas une amélioration avec l'âge. Donc, c'est des choses qui sont encore à creuser. Donc, on est en train de mener une étude là-dessus aussi. Donc, avec ces prosodies émotionnelles que je viens de vous présenter, qui font partie d'une base de données, la base de données GEMEP de l'Université de Genève. Donc, nous avons l'autorisation d'utiliser. Alors, une autre étude que nous avons faite, donc ça a été publié récemment, donc l'année dernière, c'est la régulation des émotions chez... Tout va bien? Je vais apparaître. C'est la régulation des émotions chez les enfants déficients visuels des 3 à 12 ans. Donc, cette étude a été financée par les Fonds nationaux suisses, mais en partie aussi par la Fédération des aveugles de France. Donc, il s'agissait d'un questionnaire sur la régulation émotionnelle. Donc, on présentait des situations et ces questionnaires ont été remplis par les parents des enfants. Donc, on a pu distribuer ce questionnaire à 245 parents. Voilà, donc, une étude qui a été publiée en 2021. Et ce qu'on a trouvé, donc on a comparé donc, les enfants aveugles, malvoyants et voyants. Ce qu'on a retrouvé, c'est qu'en fait, on trouve globalement des scores qui sont plus bas chez les enfants aveugles et chez les enfants malvoyants. Donc, si on compare aux voyants.
mais on ne trouve pas de différence entre les enfants aveugles et malvoyants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un facteur lié à l'expérience visuelle per se. Ce qu'on pourrait dire, ça c'est toujours une piste d'explication, hein, c'est-à-dire que c'est une hypothèse explicative, ce serait qu'il y aurait un effet plutôt de statut visuel, du fait d'être déficient visuel, peut-être qu'il y aurait des choses au niveau des relations interpersonnelles, par exemple, qui pourraient être en lien, qui pourraient du coup faire qu'ils sont moins, ils ont des scores plus bas dans la régulation émotionnelle. Et ce qu'on retrouve aussi, le deuxième résultat, c'est qu'on on voit vraiment des items en particulier, on analyse vraiment des items particuliers, on va voir que les enfants aveugles uniquement, ils vont avoir des scores qui sont plus bas dans la théorie de l'esprit et ça ne va pas s'améliorer avec l'âge. Donc, on pourrait dire que le malvoyant, au bout d'un moment, ils vont pouvoir utiliser de façon utile ces résidus visuels pour ce genre d'items. Donc, en fait, c'est surtout lié à la théorie de l'esprit, c'est surtout les items qui sont liés à la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la compréhension et l'identification de l'émotion chez l'autre. Donc, c'est-à-dire que les malvoyants, donc c'est encore une fois une hypothèse explicative, les malvoyants vont utiliser les résidus visuels, donc vont s'améliorer avec l'âge, tandis que les aveugles vont rester dépendants par exemple, il y aura des choses qui vont passer par la vision dont ils ne vont pas s'en servir. Voilà. Alors, tout ce que je viens de... Donc là, je viens de passer un revue très rapidement ce qui a été fait et ce qu'on est en train de faire au niveau de ce premier objectif qui c'est celui de saisir les compétences émotionnelles chez les enfants déficients visuels. Alors, tout ce que je viens de vous raconter là jusqu'à présent, c'est aussi présent à notre... on a fait des petites vignettes théoriques dans notre Padlet du projet Émotisens. Donc, ce Padlet-là, il a pour objectif, donc c'est aussi un lien avec la méthodologie de design participatif que je défends. L'objectif, c'est qu'on soit dans le partage continu des informations sur l'émotion et la déficience visuelle. Donc, on retrouve dans ce Padlet des ressources théoriques, des outils en lien avec l'émotion, des avancées du projet. Donc, voilà, et on continue, j'alimente ce Padlet. Donc, les diaporamas sera disponible. Donc, je vous laisse les liens et le mot de passe pour accéder. Il faut un petit mot de passe pour accéder au Padlet. Alors, maintenant, je vais aborder la deuxième volet du projet Émotisens, qui c'est l'objectif donc 2, qui serait d'implémenter et de valider, de tester les effets d'un programme d'intervention multisensorielle sur les émotions. Alors, tout d'abord, on pourrait se demander pourquoi on veut faire un programme sur les émotions, pourquoi on veut faire un programme d'intervention qui concrètement, c'est des ateliers qu'on va réaliser avec les enfants et ensuite, on va voir s'il y a un effet de ces ateliers sur les compétences émotionnelles. On sait, et donc là, c'est des études avec des enfants tout venant, on sait qu'il y a des effets, donc d'autres études qui ont montré qu'il y a des effets bénéfiques ces types d'entraînement, des compétences émotionnelles sur le développement psychologique et sur les performances scolaires des enfants. Donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit, donc s'il y a cet effet-là, on va essayer de voir comment ça se passerait. Déjà, l'importance de créer un programme adapté à ces enfants et de voir s'il y a un effet aussi chez les enfants déficients visuels. Alors, ces programmes qui existent déjà, alors le constat à contir, c'est que ces programmes-là, ils utilisent majoritairement des expressions, des émotions véhiculées par le visage. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser tel quel avec les enfants déficients visuels pour des raisons évidentes. Et ils font appel, du coup, ensuite à plein d'autres ressources, comme par exemple des petits émoticônes ou des photographies des visages ou des jeux de miroir. Donc, peut-être que vous avez déjà des outils à la maison, par exemple des livres autour des émotions, et on sait qu'on passe beaucoup par le visuel. Donc, une fois ce constat tiré, donc voilà, c'est construit cet objectif de recherche qui est de concevoir et de valider un programme sur les émotions à destination des enfants déficients visuels, qui vont passer donc par des outils qui sont plutôt d'ordre multisensoriel. Alors, comment ? Donc, ça serait avec la méthodologie de design participatif. Alors, pourquoi cette méthodologie? Donc, c'est une méthodologie que je défends et que j'ai déjà appliquée dans d'autres projets.
La clé de cette méthodologie, c'est d'impliquer les personnes concernées, donc les enfants et aussi plus récemment les professionnels, donc c'est le cas du projet Emotisens, dès les premières phases des conceptions. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans une démarche où on va créer une maquette, on va la tester. On va voir les enfants avant de créer la maquette. Donc, voilà, c'est ça ce qui fait la différence dans un projet de design perspective avec une simple démarche de test. Alors, pourquoi, au bout d'un moment, je me suis dit que c'est intéressant de faire un design participatif. Pas intéressant, mais ce serait essentiel de faire du design participatif avec ces publics-là, avec ces enfants-là. C'était justement dans le cadre de mon travail, donc j'ai pu travailler pendant 3 ans à la maison d'édition Les Doigts qui rêvent à la fin de ma thèse de doctorat. L'idée, ça serait de sortir, donc on était tous voyants en train d'imaginer des illustrations pour des enfants aveugles. L'idée, ça serait avant tout de sortir de cette démarche de projection. On sait très bien qu'on ne peut pas fermer les yeux et se mettre à la place d'une personne qui ne voit pas. Et il y avait aussi ce modèle que je défendais, donc il est issu de ma thèse de doctorat et issu aussi d'autres études qu'on a pu publier récemment. C'était l'idée de mettre en valeur d'autres composantes dans l'illustration, qui sont des composantes plutôt d'ordre haptique, plutôt d'ordre d'une expérience du corps, par exemple, qui est d'ordre visuel. Donc, c'est-à-dire sortir d'une démarche du visuel mis en relief. Donc, pour cela, il fallait donc être en contact avec ces enfants, être en contact avec les professionnels qui travaillent avec ces enfants. Alors, du coup, donc les derniers projets que j'avais menés au niveau vraiment de la démarche méthodologique, c'est les projets Petits Explorateurs Tactiles, donc édités par la maison d'édition Les Doigts qui rêvent. Et il y a un guide qui j'ai publié, donc c'est un guide accessible en ligne. Encore une fois, ça sera disponible, donc les liens dans le diaporama. Donc, ces guides, il est accessible entièrement en ligne pour une lecture. Alors, voilà donc les 3 outils qui ont été conçus dans cette démarche-là, dans cette démarche de design participatif. Donc, on passait toujours par des ateliers avec les enfants. Dans les 3e projets, Petits Explorateurs Tactiles, il y a eu aussi des ateliers avec les professionnels. Donc, il y a eu le coffret Tactipaf sur la BD, les cahiers d'activité Hervé et moi. Et donc, voilà, les Petits Explorateurs Tactiles qui est sorti l'année dernière. Donc, ces 3 outils sont donc édités par Les Doigts qui rêvent. Alors, après, on peut se demander, mais pourquoi on passe par une co-conception avec les professionnels? Alors là, il y a des liens qui sont très proches avec des approches. Donc, dans la méthodologie de design participatif, il y a des liens qui peuvent être faits avec une démarche de recherche design en éducation, par exemple. Parce qu'on sait que une partie des échecs d'une innovation pédagogique proposée donc, est attribuée au fait qu'on n'a pas suffisamment pris en compte les pratiques, les contextes et les schémas professionnels. Et dans un autre temps, donc il y a un lien avec toutes ces approches que je vous ai présentées, c'est de construire un partenaire vraiment structuré et soutenu entre toutes les parties prenantes du projet. Et même la problématique du projet peut sortir vraiment de l'expérience de terrain, par exemple. Alors, et l'idée, c'est donc, il y a un lien, donc la méthodologie de design participatif a un lien, bien sûr, avec les démarches de design centrées sur l'usager. Et l'idée, c'est d'attendre 3 objectifs quand on conçoit quelque chose. Un premier objectif, un premier point, donc plutôt un premier critère, c'est l'acceptabilité, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie d'utiliser tout simplement ces produits ou ce service, ou dans notre cas, c'est ces programmes. Donc, est-ce que j'ai envie de faire ce programme et adopter, du coup, de mon quotidien, ces programmes sur les émotions? Notre critère, c'est l'utilisabilité. Est-ce qu'il est facile à utiliser, tout simplement? Est-ce que je vais m'en sortir dans l'utilisation? Est-ce que je vais bien pouvoir utiliser le matériel comme prévu? Voilà. Et l'utilité. Donc, bien sûr, très en lien avec l'acceptabilité. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il fait ces produits, cet objet, ces services? Il permet bien d'attendre voilà, l'objectif de pourquoi il a été conçu. Alors, du coup, je vais vous présenter ici les premiers résultats. Donc, ça, là, on est du coup dans une étape du projet où on est en train de tester la première version du programme.
Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est les résultats. Donc, ça a été publié dans un article sur Anae, donc un article en 2020 qui a été publié en 2022, donc cette année, il y a quelques mois, sur justement les résultats de cette première démarche de co-conception avec les professionnels. Donc, on a travaillé avec 171 professionnels de la déficience visuelle. Alors, on a fait plusieurs séances, donc je vais vous montrer comment ça se passait globalement ces séances. Donc, c'est des séances qui sont inspirées du design thinking, c'est-à-dire qu'on réfléchit sur quelque chose, on essaye d'écrire, on essaye d'avoir des idées sur cette chose-là. Donc, il y a eu des ateliers en petits groupes. Il y a eu aussi un hackathon, donc, qui a été organisé en partenariat avec les réseaux SARADV. Donc, il y a eu 109 professionnels qui ont travaillé, qui étaient présents à ces hackathons. On a travaillé toute une journée ensemble et on est arrivé à des prototypes. Il y a eu des ateliers aussi en ligne, donc via le Padlet, donc je vous ai déjà parlé. En fait, on a fait des petits défis. Je vais vous parler aussi de ces défis-là, avec des professionnels qui étaient dans des salles différentes, devaient avoir des idées, donc devaient présenter des idées autour d'autres. Donc, l'idée, c'est toujours de réfléchir sur d'autres modalités sensorielles. Alors, du coup, il y a eu aussi toute cette, donc d'où l'objectif du Padlet, il y a eu aussi cette communication en continu sur Padlet. Donc, les personnes me faisaient des commentaires, me posaient des questions. Voilà, comme ça, on pourrait vraiment rester en contact. L'idée, c'est vraiment de rester en contact tout au long du projet et ce Padlet va continuer. Alors, du coup, j'ai vu une petite question, mais je vais présenter plus tard avec l'exemple justement, qu'est-ce que c'est l'hackathon, comment on l'a fait. Alors, hop, alors là, j'ai un petit souci, j'arrive plus à passer. Ah oui, c'est bon. Tac. Alors, comment ça se passait? Donc, soit les petits ateliers, comme aussi l'hackathon ou les autres séances qu'on a fait en ligne, il y avait toujours deux moments. Un moment où on va vraiment aller sur une phase qu'on appelle inspiration. Donc, ça vient des approches en design thinking, hein, qui en fait, l'idée, c'est de stimuler chez des personnes qui ne sont pas des designers, tout professionnel qui travaille dans tout corps de métier. Donc, c'est accessible vraiment à tous. L'idée, c'est de stimuler une pensée vraiment centrée sur les usagers, centrée sur mon public, centrée sur les personnes ou les enfants avec qui je travaille, et une pensée de type créative. Donc, c'est-à-dire essayer de sortir un peu de sa zone de confort, sortir du cadre de travail. On mélange aussi souvent des compétences diverses dans les groupes. Quand c'est possible. Donc, il y a cette première phase d'inspiration. Donc, cette phase d'inspiration, soit on fait un travail autour de la problématique, c'est-à-dire, par exemple, j'avais fait des recueils des post-it avec les professionnels sur quelles sont les difficultés rencontrées par les enfants déficients visuels autour des émotions. Donc, on a un peu trié tout ça, on est arrivé à des conclusions. Donc, voilà, ça permet de réfléchir vraiment aux besoins. Aussi, il y a eu des moments où il y a eu des présentations théoriques, des intervenants qui ont pu parler de la question des émotions, comme par exemple mon collègue Edouard Jontas qui a été présent pendant les hackathons de SARADV, et aussi la découverte, voilà, des outils pour s'inspirer. Le but, c'est de s'inspirer et définir la problématique. Ensuite, il y a la deuxième phase qui c'est plutôt une phase de création. Donc là, c'est réfléchir vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà où on est dans l'inspiration, c'est où on est, qu'est-ce qu'on pourrait voir, qu'est-ce qui peut exister déjà comme outil, et là, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée? Alors, les hackathons, donc pour vous parler en deux mots, qu'est-ce que c'est un hackathon? Un hackathon, c'est une compétition, on va dire. L'idée, ça vient un peu du domaine du jeu vidéo. Donc, l'idée, c'est de créer vraiment un moment de réflexion intense sur quelque chose. Ça dure une journée entière, ou ça peut durer tout un week-end. L'idée, c'est d'imaginer quelque chose, et ensuite, on va être dans un contexte de compétition parce qu'il y aura un vote. Donc, c'est-à-dire que là, dans ce cas, dans le projet Émotion, il y avait 13 groupes. Donc, les 109 participants ont été partagés en 13 groupes et ils avaient donc le défi, c'était de créer un prototype donc les prototypes, c'était une activité autour de l'identification des émotions, autour de l'expression des émotions. Donc, on a partagé par compétences émotionnelles et après, c'était soumis au vote à la fin.
Donc, c'est les propres participants qui votaient sur les productions de tout le monde. Alors, il y a eu aussi des brainstorming. Donc, là, le brainstorming, c'est des choses qu'on mène et qu'on anime. Donc, il y a eu, par exemple, les défis. Là, on a fait ça en ligne, des défis émotisens. Donc, c'est-à-dire qu'il avait un défi émotif, c'est-à-dire un objectif, comme par exemple savoir identifier les 6 émotions de base. Et il y avait un sens, c'est-à-dire le son. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait proposer, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Et donc, c'est des choses qui sont très rapides, hein, ça dure 10 minutes, ça dure 20 minutes. Il faut sortir les idées d'une façon rapide. Voilà, l'idée, c'est de faire, voilà. Donc, c'est dans cette idée un peu du brainstorming. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Donc là, je résume donc, les résultats qui ont été présentés dans l'article Anaïe. Donc, il y a eu tout d'abord, pour revenir vraiment à ces 3 critères que je vous ai présentés, c'est-à-dire l'utilité, l'acceptabilité et l'utilisabilité. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans l'utilisabilité, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais par rapport à l'utilité et l'acceptabilité du programme d'intervention, de faire un programme avec des outils adaptés pour les enfants déficients visuels, là, on a eu vraiment une confirmation par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie des professionnels qui ont affirmé qu'il a ce besoin, c'est-à-dire que les enfants visuels présentent des difficultés d'ordre émotionnel. Alors, 79% ont dit qu'ils ne disposent pas d'outils adaptés. Voilà, donc ils essayent peut-être d'utiliser des choses qu'ils ont comme ça et faire un petit peu, voilà, avec des matériels qu'ils ont à la maison. Et ils ne disposent pas d'outils adaptés. Voilà. Alors, et la troisième chose, c'est plus aussi au niveau de l'acceptabilité, là, c'est qu'en fait, plusieurs sont prêts à dégager du temps, du coup, pour travailler avec nous sur l'implantation du programme, parce que ce n'est pas nous qui allons implanter le programme. L'idée, c'est que ce soit vraiment le professionnel avec un groupe d'enfants qui implémente le programme. C'est important qu'il se soit voilà, vraiment dans la pratique professionnelle. Alors, les résultats 2, c'est vraiment l'affinage de l'objectif du programme. Un lien vraiment avec cette idée de quels sont les besoins de ces enfants. Donc, on a défini 2 objectifs et c'est à partir vraiment de ces 2 objectifs-là qu'on a créé, donc j'ai conçu tous les programmes qui est en train d'être testés maintenant et qui en est en train de concevoir aussi les outils avec la maison d'édition Mémoire Nord. C'est d'apprendre, donc les premiers objectifs, c'est d'apprendre comment, dans le contexte d'un enfant déficient visuel, comment j'exprime mes émotions des différentes façons, voilà, soit par la voix, soit par mon corps, voilà, comment ça ressort aussi par mon visage, et comment l'autre, du coup, avec ses propres codes, voyant ou déficient visuel ou aveugle, va percevoir mon émotion. Donc, ça a cet objectif-là, principal. Et puis, le deuxième objectif principal, c'était comment identifier. Donc, on reste quand même sur deux bases, qui c'est l'expression et l'identification, pour pouvoir vraiment bien aborder ces questions plutôt compensatoires, plutôt perceptives, qui vont bien sûr être en lien ensuite avec la régulation des émotions, mais pour l'instant, on ne va pas jusqu'à là. On va rester sur, voilà, parce que la problématique est déjà complexe à ces niveaux-là. Apprendre à identifier les émotions de base, du coup, en prenant en compte plusieurs indices. Donc, il y avait vraiment, c'est beaucoup ressorti ça avec les professionnels, c'est besoin d'aller sur d'autres sens, sur d'autres, voilà, travailler au niveau de la voix d'émotion, travailler au niveau du corps, même si on travaille avec des enfants qui ont des résidus visuels, comment explorer ces autres perceptions. Donc, l'émotion que je ressens, comment je la ressens dans mon corps, comment je la transmets, et comment j'identifie l'identification des émotions, comment l'autre identifie donc l'émotion. Donc, il y a un lien aussi avec le premier objectif par rapport à ce que je transmets. Il y a eu un résultat 3 qui c'était tout simplement des pistes. Donc, voilà, c'était l'objectif l'objectif de design participatif, c'est d'avoir des pistes d'activités, des pistes, des idées. On n'a pas repris telles quelles les activités telles qu'elles ont été proposées par les professionnels. On a fait vraiment un programme qui a repris tous ces résultats au niveau des besoins, au niveau des objectifs et au niveau des activités qui pourraient justement se caser dans un contexte professionnel avec les enfants. Alors, du coup, là je vous présente quatre prototypes. Donc, en fait, les prototypes qui ont été créés dans l'hackathon, c'était un prototype rapide, c'est-à-dire que c'est des matériels vraiment rapides, matériels de bricolage. Et il avait aussi un poster qu'il devait produire en expliquant l'activité.
comment il proposait cette activité avec les enfants. Et il y a eu aussi, comme je vous ai déjà parlé, nombreuses pistes qui sont ressorties des défis émoticence qu'on a fait en ligne et en présentiel. Alors, donc là, actuellement, on est sur la phase du test du programme, d'un premier on va dire un pilote du programme. Donc, pour cela, on travaille avec deux groupes d'enfants. Donc, il y a un groupe qui est donc suite à notre partenariat avec les S3AS 73-74, donc à Chambéry, et aussi les pôles Médiavue de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau à Chambéry. Et il y a aussi un autre groupe qui se lance là en ce moment, donc ils vont avoir la première séance. On a déjà fait le pré-test, je vais vous expliquer le pré-test, et puis ensuite on a une première séance on va avoir une première séance la semaine prochaine pour voilà, donc ça se lance maintenant. Alors, le programme a été conçu par notre équipe, donc par moi principalement. Ils sont réalisés par la maison d'édition Mémoire Nord et implémentés par les professionnels. Alors, comment ça se passe, cette séquence d'implémentation? Donc, en fait, il y a une première rencontre avec ces enfants. Et là, c'est nous qui venons. Et quand les professionnels, il est loin, c'est les cas de Santi-Fontaine, par exemple. Quand le professionnel, il est loin, il peut faire à distance. Donc, tout est fait pour qu'il puisse faire à distance. C'est un test, tout simplement, pour savoir où ils en sont, ces enfants, à la base, au niveau des compétences émotionnelles. Donc, on leur demande d'exprimer leurs émotions, de reconnaître des émotions. Voilà. Ensuite, il y a 5 séances. Donc, c'est des séances prévues pour un groupe d'enfants. Donc là, pour l'instant, c'est pour un groupe max de 6 enfants vis-à-vis du matériel qu'on peut produire en ce moment. Où en fait, il y a donc 1h30 à peu près de séances prévues. Et là, le contenu, c'est donc tout d'abord, on part vraiment sur l'introduction sur les émotions, repérer les émotions dans mon corps et mon ressenti. Ensuite, il a exprimé les émotions par le corps. Ensuite, on fait une séance dédiée au son, à la texture. Et ensuite, il y a un jeu. Donc, un jeu que j'ai créé autour des émotions. Et ensuite, on va revenir sur cette évaluation. C'est-à-dire qu'on va, là, on a pré-évalué. Donc, on a fait un test pour évaluer les compétences de base. Ensuite, on va post-évaluer. Donc, on va voir s'il y a un effet justement de ces programmes sur les compétences émotionnelles de ces groupes d'enfants. Alors, du coup, dans ce programme, il y a bien sûr un contenu, c'est-à-dire un guide des déroulements, qui donc je donne aux professionnels pour qu'ils implémentent les programmes. Et il y a aussi également des ressources, donc c'est tout nouveau, c'est-à-dire qu'on crée vraiment les choses de A à Z au niveau des ressources. Donc, il y a par exemple, dans ce qui est super original et intéressant dans ce projet, c'est qu'il a une histoire. Donc, tout va être, le fil conducteur, ça va être une histoire multisensorielle créée par Yasmina Krabière, qui était directrice de pôle Médiavue de la médiathèque de Chambéry. Là, elle est à la retraite, mais c'est aussi une conteuse des métiers et elle est elle-même aveugle. Donc, il y a vraiment un accent très multisensoriel dans cette histoire sur les émotions, donc qui a été créé, voilà, de A à Z, et des nombreux jeux tactiles, voilà, autour du son aussi, qui vont être créés et testés cette année. Voilà. Alors, là, ce qui va suivre, donc là, voilà pour l'instant où on est au niveau de ce projet-là. Ce qui va suivre maintenant, c'est une autre phase d'implémentation. Donc, une fois qu'on a bien défini le matériel, qu'on a bien vu comment ça s'est passé au niveau de ces deux groupes cette année, on va peut-être aussi pouvoir tester d'autres groupes au début de l'année civile. Mais l'idée, ça serait de lancer d'autres implémentations du programme avec d'autres groupes d'enfants, donc avec plusieurs groupes d'enfants si possible, dès la rentrée 2023-2024. Et là, on va travailler avec donc la tranche d'âge, pour l'instant, on est dans le primaire, donc on est 6 à 11 ans. Donc, des groupes d'enfants déficients visuels. Aussi, on va tester des contrôles, des groupes d'enfants voyants. Et l'idée, ce serait aussi de voir si on pourrait tester avec des groupes des enfants avec d'autres handicaps. Voilà.
Donc, bien sûr, je laisse ici donc, la proposition. Si vous êtes intéressé par implémenter ce programme avec nous, par voilà, participer de ces projets d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à répondre. Il y a un petit sondage sur le Padlet. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me dire si vous êtes intéressé par participer de cette phase qui va démarrer l'année prochaine. Voilà, voilà. Bah, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été très long. J'ai regardé mon chronomètre, donc c'est pas mal. J'ai même fini 5 minutes plus tôt. Ça nous laisse plus de temps pour les questions, s'il y en a. C'est parfait. Merci Un grand beaucoup. merci, Daniel, pour cette intervention très riche. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser. Alors, il y avait aussi une question. Il y a une personne qui souhaitait que vous reveniez un petit peu sur la définition. Enfin, qu'est-ce qu'un hackathon? Vous en avez parlé. Il y a une Oui, personne qui souhaitait avoir un petit peu plus d'informations. oui. Oui, alors du coup, j'avais vu la question entre-temps, donc j'avais pu définir un petit peu. Donc l'hackathon, c'est ça, c'est un moment de créativité intense où on essaye de construire quelque chose en très peu de temps. L'idée, c'est de mixer aussi, si possible, des compétences. Donc, on avait fait un petit peu ça dans la distribution des tables des participants. Et de créer quelque chose très rapidement, sortir vraiment des idées, des nouvelles idées. Voilà, moment de réflexion intense et des compétitions parce qu'on a un vote à la fin. D'accord, très bien. Principe d'hackathon. D'accord. Et du coup, moi, j'ai une question juste par rapport à ce Padlet. Donc, il est à disposition de tous, c'est ça? Et c'est Oui, dessus, on peut trouver des outils ou des activités sensorielles, justement, pour oui, c'est pouvoir ça. travailler. Alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment, on a des outils inspirateurs, c'est-à-dire des choses qu'on retrouve dans le commerce. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment, parce que comme on est en phase vraiment de test encore, on ne montre pas encore, voilà, c'est pas dans l'espace public encore ce qu'on est en train de produire pour tester. Donc, ça sera, voilà, c'est accessible aux professionnels qui sont en train de travailler avec nous pour l'instant, parce qu'il y aura aussi peut-être des modifications dans la maquette, tout ça. Mais le Padlet, il est disponible, il est accessible à tous. La seule chose, c'est qu'il faut faire un mot de passe. Voilà, parce que c'est un Padlet de l'Université de Genève, donc je partage donc, à tout le monde, mais il faut faire un petit mot de passe pour pouvoir accéder. C'est la seule chose. Voilà. Et donc, on va retrouver des ressources, on va retrouver des ressources théoriques, on va voir un peu comment le projet avance. Voilà, là, probablement, quand on aura les résultats, là, par exemple, j'ai mis dans le Padlet les résultats de cette année, ce que je vous ai présenté un petit peu là aujourd'hui. Mais quand on aura les résultats des premiers tests, du prototype, je vais le mettre aussi sur Padlet. Donc, l'idée, c'est que ça soit vraiment un continu, des informations continues sur le projet. Voilà. D'accord. Des informations partagées et Voilà. L'idée, c'était vraiment dans cet esprit de partage, voilà, d'avancer ensemble. Moi, j'aime bien cette façon de faire. Très bien. Alors, il y a d'autres questions dans la partie réponses et questions. Je ne sais pas si vous les voyez, Daniel. Est-ce que je vois directement, du coup? Ouais, je peux. Voilà. Il y a une personne qui demande si vous avez déjà pensé à travailler avec les familles en direct pour la question de spontanéité, enfin pour une autre Oui. dimension. Alors, je pense vraiment, vraiment beaucoup à travailler avec des familles indirectes. C'est une des choses où à chaque fois, ça revient, ces questionnements. Pas dans ce projet, parce que dans ce projet, on est dans le donc vraiment dans la question de l'implémentation dans un cadre professionnel du programme. Mais c'est quelque chose qui revient tout le jour dans mes réflexions. J'aurais vraiment envie et très intéressée de faire un projet avec les parents. Alors, je participe, je collabore avec d'autres chercheurs qui sont en train de travailler, pas sur le thème des émotions, mais sur le thème de la lecture, vraiment de la lecture aux premiers âges. Donc, c'est Florence Barra qui coordonne ce projet, donc financé par la FIRA. C'est le projet Tactilivre. Et ce projet-là, c'est vraiment centré sur les parents. Donc, les parents et l'enfant, c'est-à-dire la lecture conjointe. Un projet très intéressant que je participe, que je collabore. D'accord, très bien. Il y a une personne, Sophie Marino, qui demande si c'est possible de partager votre jeu, séance 5. Alors, pour l'instant, voilà, si, bien sûr, je partage avec les professionnels pour l'instant qui travaillent avec nous. Là, je ne mets pas encore dans l'espace public parce qu'il est un test, voilà. Mais volontiers pour partager les idées du jeu, voilà, pour une implémentation du programme cette année ou l'année prochaine.
D'accord, très bien. Mais il Et en n'est tout pas cas, dans un endroit voilà, public pour l'instant. c'est parfait. Et donc, pour cette phase 2, vous pouvez inviter du coup toutes les personnes présentes à ce webinaire justement à répondre Ah aux oui, sondages. C'est tout l'intérêt. c'est ça. Plus vous, plus vous êtes nombreux à tester le programme et me faire des retours sur comment ça s'est passé, mieux c'est pour nous. C'est-à-dire mieux c'est pour nous tous, parce que mieux on va adapter le programme aux besoins des professionnels et aux besoins des enfants. Voilà. Donc, c'est bien sûr une invitation aussi à la fin de ce Non, bien, webinaire. Voilà. vous avez entièrement raison. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Ah, on a Pilar Rodriguez qui parle du livre Cœur de pierre, gagnant le Tiflo Tactilus 2007. Et dans ce sens, je ne sais pas si vous connaissez cet Oui, ouvrage. alors, je la connais parce que je l'ai vue au Doigt qui rêve. Alors, je ne pourrais pas vraiment revenir vraiment sur le détail de ces livres. C'était un livre qui était spectaculaire, je me souviens. Il y a d'autres livres dans la maison d'édition de Leclerc, mais aussi dans la maison d'édition Manor, qui travaillent cet aspect plutôt multisensoriel. Après, je ne saurais pas vraiment revenir. Je vais demander à l'équipe de Doigt qui rêve de revoir ce livre-là, Cœur des pierres, qui était très, très beau visuellement aussi, ce livre, je me souviens. Très bien, merci. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas à profiter de la présence de Daniel Valente. On a encore un petit peu de temps. J'ai Caroline Gatin qui trouve ce projet très intéressant. Nous serions partants, il y a des choses de penser pour les moins de 6 ans. Et nous utilisons souvent le livre La couleur des émotions, en effet, que nous avons un peu adapté, support intéressant. Oui. En La effet, ce couleur des livre, émotions, effectivement, ça revient toujours. Ce livre, c'est devient un grand classique des émotions. Alors, nous avons envie de faire quelque chose pour les plus petits. Et je pense que ce programme qu'on est en train de concevoir, il est tout à fait modulable pour les enfants plus petits. Donc, à discuter. On pourrait se mettre en contact et voir si on pourrait, l'année prochaine, envisager un test avec des groupes des groupes d'enfants plus petits. Là, pour l'instant, voilà, il a des choses où il faut lire, par exemple, mais je pense qu'il est tout à fait modulable pour en travaillant avec moins d'émotions, en simplifiant l'histoire, par exemple. Il est tout à fait modulable pour les plus petits, parce qu'effectivement, le besoin, il vient pour les enfants plus petits aussi. oui, c'est un incontournable, en tout cas, cet ouvrage. Et j'ai ensuite Marguerite Echenda qui demande si vous pouvez revenir sur l'étude de Chénaz. Alors, l'étude de Chenaz, ce qu'il a montré, c'est qu'il a il a certains items où les enfants aveugles ne vont pas avoir une amélioration avec l'âge, alors que les enfants malvoyants et les enfants voyants, oui. Et ces items-là, c'est notamment les items concernés par la théorie de l'esprit. Alors, la théorie de l'esprit, c'est-à-dire ça dépend, donc cette situation de régulation émotionnelle dépend du fait de comprendre l'émotion l'autre il transmet. Donc, alors, l'hypothèse explicative qu'on a faite, donc, s'il n'y a pas une amélioration chez les enfants aveugles, alors qu'il y en a une amélioration chez les enfants malvoyants et voyants, on pourrait se dire qu'il y a un effet de l'expérience visuelle, l'effet de pouvoir s'en servir dès la vue, soit des résidus visuels ou voilà, pleinement comme les enfants voyants. Donc, ce qui nous amène à penser qu'il y a un lien peut-être avec le fait de ne pas pouvoir voir le visage de l'autre pour les enfants aveugles ou pas pouvoir voir les gestes qui interfèrent, qui aura du coup une interférence sur ces items-là précisément. Parce que c'est que sur ces items que les enfants aveugles, il n'y a pas une amélioration avec l'âge. Voilà, je ne sais pas si je comprends, si je réponds à la question. Il y a aussi une autre question. Oui, vous avez bien répondu à la question, Marguerite Echenda, vous remercie. Et si vous aviez aussi le projet d'une sorte de macathon tactile sur les émotions pour les non-voyants. Alors, le macathon, je ne sais pas exactement ce que c'est. Peut-être l'hackathon, peut-être que la personne a Ouais, voulu. c'est peut-être Je pense que c'est ça. de m'expliquer. Alors, du coup, je vais peut-être pour l'instant, en attendant l'explication, répondre à la question de l'identification. Alors oui, effectivement. Alors, effectivement, j'ai présenté une après l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'il a un effet développement. Donc, ça va dire qu'il faut bien exprimer pour pouvoir bien identifier, pour pouvoir bien comprendre, pour pouvoir bien réguler. Alors, la régulation, elle vient après.
effectivement. Mais l'identification et l'expression faciale, non, il n'a pas, voilà, je présentais dans cet ordre-là, mais il n'a pas, je ne veux pas dire qu'il est à l'expression d'abord et après l'identification. On a des études qui ont été faites en laboratoire avec des bébés, par exemple, où on montre vraiment une identification très précoce des visages d'émotion. Très bien. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, on a une nouvelle remarque qui dit que c'est un sujet très pertinent car l'interprétation des voyants de confondre le manque d'expression, l'émotion, égale le manque d'intérêt, renvoie à l'enfant un retour très concret. Ah bah c'est ça. Et on revient sur rien de nouveau, hein, c'est-à-dire Selma Frebeck, si on voit ses écrits, c'est d'une richesse incroyable où justement elle essaye de donner des clés aux parents et aux professionnels pour avoir, voilà, pour détecter les autres, par d'autres signaux, les émotions. Et ben, c'est pas que les émotions, hein, c'est la communication globalement. Donc voilà, ça date des années 70, donc effectivement, on remet le sujet. On a eu une précision sur le Makaton, qui est un outil de support par geste de langage et d'expression à l'aide de pictogrammes aussi. D'accord, bah, je vais me renseigner, je vais regarder, mais effectivement, ça pourrait être intéressant d'aller voir de ce côté-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, oui. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas, vous pouvez les écrire et vous pouvez directement les poser en vidéo, en direct. Alors, en tout cas, donc, les liens en accessibilité, enfin, tous les liens que vous nous avez donnés, on peut les avoir juste après. Oui. C'est sur le diaporama, donc je pense que le diaporama est rapidement transmis aux participants. Donc, je ne sais pas trop la démarche que je dois faire, si je dois envoyer à Laurine ou je dois envoyer à Vincent, peut-être, je ne sais pas, le diaporama. Alors, j'ai une question de Caroline Gatin. Oui. Oui, bonjour, on vous écoute. C'était moi, là? Comment ça? Oui. Vas-y, c'est toi. Tu m'entends, Daniel? Oui. Ah, c'est Françoise de Montéclair. Bonjour Françoise, j'étais prête à te faire un bonjour. Effectivement, parce que j'ai vu sur la discussion, c'est un plaisir de... Pour du Makaton tactile, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est de plus en plus amené à accompagner des très jeunes enfants non-voyants, avec aussi d'autres difficultés, où là, la question de la lecture des émotions est encore plus compliquée, à mon sens, que pour les enfants déficients visuels. Et c'est pas forcément, en plus, toujours le langage. Et donc, c'est vrai que parfois, on manque un peu d'outils pour du coup pouvoir essayer comment dire, alors nous, on peut leur prêter des émotions, mais on ne peut pas vérifier finalement que c'est bien ça, et on n'a pas d'outils à leur proposer pour qu'eux puissent, par exemple, faire un choix entre deux propositions d'émotions avec un support tactile, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile, d'abord parce que pour moi, je crois que pour l'enfant non-voyant, c'est vraiment un apprentissage de plus à faire, de comprendre ses propres émotions, mais encore plus celles des autres. C'est vraiment par un apprentissage des signes, connaissance des signes qui montrent que ben voilà, on est triste, on est gai, on est heureux, etc. Et voilà, et c'est vrai que des supports tactiles comme ça seraient intéressants à imaginer. Alors, je vois que l'outil présenté, effectivement, peut être intéressant pour des enfants en deçà de 6 ans, mais voilà, pour des tout petits quand même, c'est intéressant qu'on se penche sur la question. Et alors, l'usage du bouquin, la couleur des émotions, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'enseignantes en fait qui l'utilisent en maternelle. Et c'est vrai que moi, j'ai été amenée à en adapter un rapidement, mais en plus qui était en pop-up. Donc, je trouve que c'est aussi un support qui est déjà très, très riche pour des enfants déficients visuels et auquel on peut rajouter, du coup, un peu de matière qu'on peut associer aussi aux émotions. Il y a la notion des couleurs aussi. Voilà, je trouve que c'est un outil qui est quand même assez intéressant, qui est un plus, hein, voilà,
après et qui peut être du coup utilisé dans un contexte de classe plus pour travailler avec des jeunes enfants. Il est très parlant celui-là pour des enfants de moins de 6 ans, quoi. D'accord. Alors oui, merci, hein, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, Françoise. Du coup, je pense qu'on devrait peut-être se mettre en contact, que je puisse te montrer ce qu'on est en train de concevoir, parce qu'il y a des choses qui, je pense que ça pourrait être utile pour ce profil d'enfant et qui pourrait justement être modulé pour des enfants plus petits. Et avec d'autres handicaps, par exemple, on est en train de travailler avec une poupée ou avec des choses très tactiles. On travaille aussi au niveau de la texture, la texture des émotions. On ne travaille pas avec la couleur des émotions en spécial, mais on travaille quand même cette idée de lier une émotion à une texture. Sans imposer à l'enfant, en fait, les enfants ils vont choisir la texture qu'ils veulent. Je ne vais pas rentrer dans le détail du programme pour l'instant, parce qu'il est en phase de test, mais avec plaisir pour discuter sur justement cette démarche. Et en plus, le besoin que tu me dis, c'est le besoin justement qui a été signalé par les professionnels, c'est-à-dire savoir comment j'exprime moi mon émotion et comment l'autre il reçoit mon émotion par différents sens, c'est-à-dire par différents canaux. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, écoute, voilà, on est prêt à essayer votre outil. Super. Bon, ça y est, c'est parti pour une nouvelle collaboration. C'est, je ne sais pas, 4e, 5e. C'est toujours avec un gros plaisir. Oui, c'est un peu plus loin que Lyon, mais voilà, c'est bien aussi Angers, donc vous pouvez venir. J'adore venir à Angers en plus. Chaque fois. Super. Merci. Merci. Avez-vous d'autres questions? Alors, du coup, elle était présente, là, je viens de recevoir le message, Caroline Mascle, qui, du coup, travaille sur ce projet Tactilibre avec les parents et les enfants. Voilà. Elle vient de partir, mais voilà, je savais qu'elle était là. J'aurais dire de parler un petit peu plus sur la question sur le travail avec les parents. Ah, je crois que il y a plus de questions, ou il n'y a pas de questions ouvertes maintenant. Non, il n'y a plus de questions. Bon, on va laisser encore quelques instants si vous voulez profiter de la présence de Daniel pour poser des dernières questions ou souhaiter avoir des précisions sur toute sa présentation, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, un grand merci, hein, c'était vraiment très riche et très intéressant. Ça donne envie de voir la suite. Ça donne vraiment envie de pouvoir voir d'autres outils se mettre en place et de façon à faire bouger les lignes sur la question de l'émotion sur les personnes en déficience visuelle. Merci beaucoup. Merci pour les questions aussi. Ça a été très, très riche. Et puis, je reste disponible sur mon adresse de l'UNIGE qui s'affiche justement. Je vais aussi vous donner dans le diaporama pour discuter, continuer la discussion en dehors de ces webinaires. Très bien. Bon, écoutez, on vous souhaite une excellente journée et merci encore d'avoir répondu présente. Merci à vous. Bonne à journée. Très bientôt. Au revoir. Au revoir.